Message post-production avant le début de la vidéo. J'ai préféré faire cette vidéo en 4 parties par commodité. Voici la deuxième. Bonne écoute. Deuxième sous-partie, nouvelle dimension. L'homme pourrait se perdre au milieu des progrès scientifiques et culturels. L'homme se perd avec les nouvelles terres qu'il a découvertes. L'homme chrétien n'a plus le monopole de la spiritualité. Il a réagi avec la colonisation. L'homme a découvert d'autres êtres vivants. Cela a remis en cause les théories créationnistes et finalistes. Il y a eu de nouveaux instruments scientifiques et culturels. Il y a donc eu des changements dans les perceptions humaines. Tout cela s'ajoute à une dialectique entre les scientifiques. L'homme est de moins en moins puissant et de moins en moins central dans le monde. Freud aura analysé ces faits dans son introduction à la psychanalyse. Freud est un neurologue autrichien né en 1856, mort en 1939, fondateur du courant psychoanalytique. Je vous lis un extrait. Dans le cours des siècles, la science a infligé à l'égoïsme naïf de l'humanité 2 graves démentis. La première fois, ce fut lorsqu'elle a montré que la Terre, loin d'être le centre de l'univers, ne forme qu'une parcelle insignifiante du système cosmique dont nous pouvons à peine nous représenter la grandeur. Cette première démonstration se rattache pour nous au nom de Copernic, bien que la science alexandrine ait déjà annoncé quelque chose de semblable. Le second démenti, plus infligé à l'humanité par la recherche biologique, lorsqu'elle a réduit à rien les prétentions de l'homme à une place privilégiée dans l'ordre de la création, en établissant sa descendance du règne animal et en montrant l'indestructibilité de sa nature animale. Cette dernière révolution s'est accomplie de nos jours, à la suite des travaux de Charles Darwin, de Wallace et de leurs prédécesseurs, travaux qui ont provoqué la résistance la plus acharnée des contemporains. Un troisième démenti sera infligé à la mégalomanie humaine par la recherche psychologique de nos jours qui se propose de montrer au moi qu'il n'est seulement pas maître dans sa propre maison, qu'il en est réduit à se concentrer de renseignements rares et fragmentaires sur ce qui se passe en dehors de sa conscience dans sa vie psychique. Les psychanalystes ne sont ni les premiers ni les seuls qui aient lancé cet appel à la modestie et au recueillement. Mais c'est à eux que semble échoir la mission d'étendre cette manière de voir avec le plus d'ardeur et de produire à son appui des matériaux empruntés à l'expérience et accessibles à tous. D'où la levée générale de boucliers contre notre science, l'oubli de toutes les règles de politesse académique, le déchaînement d'une opposition qui secoue toutes les entraves d'une logique impartiale. L'homme aurait son ego mis à mal. Diminuer l'ego constituerait des humiliations, c'est-à-dire que l'homme doit redevenir modeste, être humble. C'est ce qui permettrait les progrès scientifiques. Il y a eu 3 principales humiliations selon l'auteur. Le premier, c'est que le système cosmique n'est plus géocentré. La Terre est un petit élément de l'univers parmi d'autres. Elle n'est plus au centre de l'univers. La deuxième, l'homme est de nature animale. Il n'est pas privilégié dans la création divine. Contre le créationnisme, il y a eu l'évolutionnisme. L'homme est un être placé dans un système qui établit une parenté entre lui et d'autres êtres vivants. Attention, nous ne descendons pas du singe, nous sommes de lointains cousins. Nous avons des ancêtres communs. Troisième humiliation, l'homme serait mégalomane. Un être orgueilleux qui veut la gloire et une parfaite maîtrise de lui-même et de son environnement. Cette troisième humiliation de l'homme est son inconscient. Il n'est plus maître de son esprit. Il peut avoir une part d'ombre. L'homme est en pleine crise de conscience. Il ne sait plus comment agir et se comporter. Ici, cela ne concerne que le rapport que l'homme a à lui-même. Mais l'homme est pris aussi concrètement dans l'expérience d'un monde extérieur. Un monde qui est différent de lui. Ces nouvelles découvertes, ces nouveaux moyens techniques, ces nouvelles terres ont donné des conquêtes et par conséquent des guerres. Cela demande un regard critique, c'est-à-dire une prise de recul. Les philosophes tenteront de penser la possibilité de la paix. Kant, philosophe allemand, né en 1724, mort en 1804, fut l'un d'eux avec son texte « Vers la paix perpétuelle ». Je vous lis un extrait. Malgré la malignité de la nature humaine qui se laisse voir ouvertement dans les libres rapports des peuples, alors qu'elle est très voilée à l'état civique légal par la contrainte du gouvernement, il faut s'étonner que le mot droit n'ait pas été tout à fait écarté pour cause de pédanterie de la politique guerrière et qu'aucun État ne se soit enhardi de se déclarer publiquement en faveur de cette dernière. Car on cite encore, toujours ingénument, Hugo Grotius, Pufendorf, Vatel et d'autres encore, rien que de funestes consolateurs, pour justifier une offensive de guerre, bien que leur code, qu'il soit rédigé philosophiquement ou diplomatiquement, n'ait pas eu ou même ne puisse avoir la moindre force légale, parce que les États comme tels ne sont pas soumis à une contrainte commune extérieure.
et sans qu'on puisse donner un seul exemple qu'un État ait jamais été amené, sous l'effet d'arguments étayés, sur les témoignages d'hommes d'une telle importance, retirer son projet. Cet hommage que chaque État rend au concept de droit, au moins en parole, prouve qu'on doit pouvoir rencontrer chez l'homme une disposition morale encore plus haute, bien qu'elle soit présentement en sommeil, à devenir maître un jour du mauvais principe en lui, principe dont il ne peut nier l'existence, et à l'espérer également des autres. Le mot droit ne viendrait sinon jamais à la bouche des États qui veulent se combattre, à moins de le tourner en ridicule comme l'expliqua ce prince gaulois. C'est le privilège que la nature a accordé au plus fort de se faire obéir du plus faible. La manière dont les États font valoir leurs droits ne peut être que la guerre et jamais le procès, comme dans une cour de justice internationale. Mais ni la guerre, ni son issue favorable, la victoire, ne décident du droit. Un traité de paix peut bien, il est vrai, mettre fin à la guerre qui est à la recherche incessante d'un nouveau prétexte, et on ne peut pas déclarer tout unanimement l'état de guerre comme n'étant pas de droit parce que, dans cet état, chacun est juge dans sa propre cause. Néanmoins, l'obligation de sortir de cet état, qui vaut pour les hommes dans l'état sans loi d'après le droit naturel, ne peut valoir également pour les états d'après le droit naturel, ne peut valoir également pour les états d'après le droit des gens, parce que, en tant qu'état, ils possèdent déjà une constitution intérieure légale et par suite ils sont soustraits à la contrainte d'autres états qui voudraient les soumettre, d'après leur concept de droit, à une constitution légale élargie. Comme pourtant la raison, du haut du trône du pouvoir moral législatif suprême, condamne absolument la guerre comme voie de droit, et fait, à l'inverse, de l'état de paix, le devoir immédiat. Et, comme cet état ne peut être institué ni assuré sans un contrat mutuel des peuples, il faut qu'il y ait une alliance d'une espèce particulière qu'on peut nommer l'alliance de paix, et que l'on distinguerait d'un contrat de paix, en ce que ce dernier chercherait à terminer simplement une guerre, tandis que la première cherchait à terminer pour toujours toutes les guerres. Cette alliance ne vise pas à acquérir une quelconque puissance politique, mais seulement à conserver et à assurer la liberté d'un État pour lui-même et en même temps celle des autres États alliés, sans que pour autant ces États puissent se soumettre, comme des hommes à l'état de nature, à des lois publiques et à leurs contraintes. On peut présenter la possibilité de réaliser, la réalité objective, cette idée de fédération qui doit progressivement s'étendre à tous les États et conduire ainsi à la paix perpétuelle. Car si, par chance, il arrive qu'un peuple puissant et éclairé parvienne à se constituer en république, qui, par nature, doit incliner à la paix perpétuelle, alors celle-ci servira de centre pour la confédération d'autres États qui s'y rattacheront, et elle assurera ainsi, conformément à l'idée de droit des gens, un état de liberté entre les États et insensiblement, grâce à plusieurs liaisons de cette espèce, elle s'étendra de plus en plus. Qu'un peuple dise « Il ne doit y avoir entre nous aucune guerre, car nous voulons instituer un pouvoir suprême législatif, exécutif et judiciaire qui réglera pacifiquement nos conflits. » Cela se comprend. Mais si cet État dit « Il ne doit y avoir aucune guerre entre moi et d'autres États, bien que je ne reconnaisse aucun pouvoir législatif suprême qui m'assure mon droit et moi le sien. » On ne comprend plus du tout sur quoi je peux fonder la confiance en mon droit. Sauf qu'il y a un équivalent de l'alliance sociale civique, à savoir le libre fédéralisme que la raison doit lier d'une manière nécessaire au concept du droit des gens, si l'on veut d'une manière générale continuer à penser quelque chose sous ce terme. Le concept de droit des gens, comme droit à la guerre, ne veut proprement rien dire, parce qu'il devrait être alors un droit de déterminer le droit, non pas d'après des lois extérieures valables universellement et restreignent la liberté de chaque particulier, mais par la violence, d'après des maximes unilatérales. Par un tel droit, il faudrait en effet comprendre que c'est justice si des hommes ainsi disposés s'anéantissent les uns les autres et trouvent ainsi la paix perpétuelle dans la vaste tombe qui recouvre toutes les horreurs de la violence, ainsi que leurs auteurs. L'auteur constate que les hommes sont mauvais par nature. On en voit le reflet dans les conflits entre les différents peuples. On ne s'en rend pas compte au sein d'un État parce qu'il y a l'autorité du gouvernement, comme s'il éveillait la crainte des individus. Il s'agit d'une ancienne idée du contrat, pensant que les hommes ne peuvent s'entendre que par la crainte d'un pouvoir supérieur au leur. On peut penser aux propos de Hobbes dans le Léviathan. Dans le texte, il y a un étonnement quant à la notion de droit. Pourquoi nous l'utilisons ? Comme si le droit pouvait avoir le dessus en cas de guerre. Même si des théories politiques ont pu penser un droit dans la guerre, ou pour faire la guerre. Si cela était le cas, les États, donc le gouvernement, se diraient en faveur de la guerre. Cela n'a pas de sens de penser les notions de droit dans la guerre pour Kant. S'il y a des droits de la politique guerrière, cela voudrait dire que les États ne sont pas souverains. C'est-à-dire que des puissances supérieures ou étrangères s'accordent un droit de regard sur les actions et les textes de loi d'un État,
À cette époque, il n'y avait pas d'ONG comme Amnesty International, ou des accords comme l'ONU, créés après la Seconde Guerre mondiale. Kant aurait adhéré à ce projet qui aurait permis la paix. L'idée de droit signifie que les hommes ont conscience qu'il y a un principe moral en recours à la guerre. C'est un principe qui lui éviterait d'être mauvais, et qui permettrait aux autres de penser que ce principe guide les autres hommes. Kant ne cite pas ce principe moral, mais il pourrait être inspiré de principes religieux liés à des notions d'amour raisonnable. C'est un concept protestant piétiste qui recommande ce que l'on appelle un pragmatisme social. Kant avait des parents piétistes. Ce pragmatisme, c'est l'idée qu'il faut favoriser les actes qui permettent de préserver l'entente entre les hommes, pour faire société de manière volontaire et non par crainte. Sans une telle pensée, les États seraient belliqueux, et il n'y aurait que la loi du plus fort. C'est le sens de la citation que Kant utilise. C'est le privilège que la nature a accordé au plus fort de se faire obéir du plus faible. Ce serait une citation du prince gaulois Brennos, ayant vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ. On lui attribue les mots « vae victis », qui se traduisent par « malheur aux vaincus ». Cette phrase a été prononcée après la réussite du siège de Rome, la seule fois en 800 ans où la ville fut aux mains d'étrangers. En réalité, pour l'auteur, les États se donnent à eux-mêmes leurs droits, acquis par la guerre et seulement en cas de victoire. Ce n'est donc pas un droit légal, c'est-à-dire issu d'un texte de loi. Il y a bien des traités de paix, mais ils sont trop faibles pour Kant. Les États rechercheraient toujours des prétextes, donc de nouveaux droits pour faire la guerre. Pour sortir de cette situation, Kant en revient à l'idée qu'entre les États, il devrait y avoir le même type de contrat qu'entre les membres au sein d'une même société, comme si un État était un individu soumis à une constitution légale. La raison condamne la guerre au nom de valeurs morales pour préférer la paix, qui est un état de conserver la vie et la sécurité des individus. La paix est vue comme un devoir, donc comme ce que doivent faire les hommes. La paix est une obligation morale. Il y a un besoin d'alliance entre les peuples, plutôt entre les nations qui ont chacune un système légal. L'alliance, c'est simplement faire société. Le terme vient du latin socius, qui se traduit par allié. Il n'y a pas nécessairement un contrat qui serait un traité pour penser une guerre et sa fin. L'idée de cette alliance est d'ôter le recours guerrier aux États, ce pour que chacun soit libre et puisse se conserver. Il y aurait, selon Kant, un besoin de fédération, comme nous le connaissons actuellement avec les diverses organisations internationales. Cette fédération serait dirigée par un État éclairé et républicain, c'est-à-dire un État qui agit pour tout individu et qui considère la sécurité ou la paix comme le bien le plus commun à tous les hommes. Des peuples qui souhaitent mettre fin aux guerres pour être soumis à un pouvoir suprême qui va résoudre nos conflits, cela se comprend pour l'auteur. Sauf qu'il n'y a rien pour l'État qui soit au-dessus de lui. Donc la question, c'est de savoir en quoi nous pouvons avoir confiance pour résoudre nos conflits. Pour cela, il y aurait alors la raison des États, qui se fédéreraient une entente avec le modèle du droit des gens. Isolé, ce concept ne veut rien dire pour Kant, qui en exagère les traits pour en faire un droit du plus fort. Ce qui signifierait que la paix ne serait atteinte qu'à la mort des individus. Ainsi, il n'y aurait plus de raison d'être en conflit. Tous les progrès humains et l'expansion de l'humanité donnent de nouveaux enjeux aux hommes. De nouveau, l'homme s'intéresse à la question de sa place dans l'univers. Il y a une création de nouvelles connaissances, de nouvelles pensées, de nouveaux systèmes métaphysiques. Il faut explorer ce que l'homme sait et ce qu'il peut savoir. Merci pour votre écoute et à bientôt.